Alors, je commence tout tranquillement pour laisser aux gens le temps de se brancher et vous dire bonjour à tous. Donc, on a la chance d'avoir un invité spécial international pour vous ce midi, Dr. Calzada, que je vous présente dans une seconde. Mais avant, j'en profite pour refaire le tour des modalités de bon déroulement. Donc, rappelez-vous de bien vous identifier lorsque vous intervenez, si vous êtes capable d'écrire votre nom déjà en dessous de votre fenêtre et d'ouvrir votre caméra, même si vous avez la bouche pleine, on n'est pas regardant, pour vous voir. Ça fait toujours plaisir. Attention, dans la partie où on va parler des cas cliniques, dans les informations qui sont données, de protéger la confidentialité des patients pour pas qu'on les reconnaisse. Et on vous rappelle que la partie discussion n'est pas enregistrée. Donc, on va enregistrer la partie de présentation de Dr. Calzada pour qu'elle soit disponible, mais on va mettre fin à l'enregistrement pour la partie de conversation clinique entre nous. Et petit diapo sur les responsabilités et la mise en garde par rapport à ce qu'on fait ici aujourd'hui. Bien sûr, notre équipe, donc l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance, n'est pas responsable des opinions et des informations partagées dans la discussion clinique. Il ne peut être tenu responsable de la pratique clinique des participants. Évidemment, les cliniciens doivent être adéquatement qualifiés et formés pour offrir des soins et des services en fonction de leur jugement clinique et dans le respect des normes professionnelles qui encadrent leur profession. Les échanges, avis et opinions partagés lors des discussions cliniques ne sont pas prescriptifs et n'ont pas de valeur médico-légale. Et vous avez nos coordonnées si vous avez des questions, quoi que ce soit. Gênez-vous pas pour nous faire un petit coucou. Avant qu'on passe à la présentation de Dr. Calzada et de ce qu'on va faire ensemble pour la première partie. On va y revenir aussi en fin de rencontre, mais je vous rappelle que notre prochaine discussion qui suit celle-ci sera le 21 juin. On aura la chance d'avoir Dr. Christophe Trac, qui est un résident 5 finissant en psychiatrie, qui va venir nous faire une recension de la littérature grise et existante au niveau du safer supply en stimulant. Donc, marquez à votre agenda, puis en fin de discussion, on va vous mettre le lien Eventbrite pour le 21 juin. Et avant d'aller plus loin, on souhaitait faire un petit sondage avec vous, à savoir si vous souhaitez que nous continuions nos discussions cliniques pendant l'été. On sait bien que tout le monde sera en vacances, mais de voir avec vous, est-ce qu'on va de l'avant même si tout le monde n'est pas nécessairement disponible. Donc, je ne sais pas, Marie, si on est prêt à pousser le sondage ou tu veux qu'on le fasse plus tard? On va l'envoyer sous peu, vous pouvez continuer, puis il va apparaître pour les gens. Parfait. Donc, on vous revient sur le sondage et je porte à votre attention que dans la conversation, vous aviez déjà le lien Eventbrite pour pouvoir vous brancher la prochaine fois. Donc, la rencontre d'aujourd'hui se fera en deux temps. Un premier 30 minutes avec Dr. Calzada qui va nous présenter sur l'utilisation du Sévrelon en clinique, dans leur clinique de TAO, et vous voyez un peu l'objectif général. Donc, le Sévrelon qui est l'équivalent de notre Cadian 24 heures, comment ils font leurs inductions, le transfert du Sévrelon vers la méthadone et vice-versa. L'ajustement des doses en cas d'absence, des bénéfices et inconvénients pour les usagers, puisque la Suisse a beaucoup plus de recul que nous par rapport au Sévrelon, et une présentation d'outils cliniques. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole au docteur Calzada que j'aimerais quand même vous présenter. Alors, hop, donnez-moi une petite seconde. Alors, Dr. Calzada, premièrement, merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très, très apprécié. Et petite bio, Dr. Calzada est intéressé par la complexité de l'être humain, le comportement et les relations entre les individus. La volonté du Dr. Calzada est d'aider des personnes en difficulté psychique et de gérer des équipes de soins dans le but d'apporter un traitement de qualité à ses clients. Après ses études en médecine à l'Université de Lleida en Espagne, il a décidé d'émigrer en Suisse pour obtenir la spécialité FMH en psychiatrie et en psychothérapie. En parallèle, il a réalisé une formation en psychothérapie systémique, devenant ainsi spécialiste en thérapie de couple et de famille.
Par la suite, en étant chef de clinique aux hôpitaux universitaires de Genève, il a décidé de débuter une formation en stratégie marketing, communication et e-business qui lui permettra d'aller plus loin dans le management des équipes de soins, d'utiliser le marketing au service de la thérapie et de réfléchir comment les analyses marketing peuvent être appliquées à la psychothérapie. Ses compétences scientifiques Ces compétences spécifiques sont la facilité à communiquer, la prise d'initiative et l'ouverture d'esprit. Vous avez vu que pendant que je vous racontais tout ça, le sondage est arrivé, donc je vous laisse y répondre et sans plus tarder, je laisse la parole au Dr Calzada. Donc, merci encore une fois d'avoir pris le temps de venir nous voir virtuellement. Avec plaisir. C'est vrai que ça aurait été un peu plus long si j'avais pris l'avion. Ça aurait été plus plaisant, sûrement aussi. En tout cas, bonjour pour vous, tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de notre façon de travailler avec les patients qui présentent une problématique d'addiction aux opiacés. Donc, je vais commencer d'abord pour présenter notre vision du traitement, ainsi que les raisons potentielles pour privilégier la morphine retard et pas un autre traitement comme la méthadone, par exemple. Je vais aussi donner 2 mots sur la morphine à libération lente et je vais parler, comme disait Marie-Ève, sur l'induction des transferts, l'ajustement des doses. Donc, je rentre directement au vif du sujet. Alors déjà, pour commencer, le traitement des patients avec addiction aux opiacés par prescription d'opiacés et à premier abord comme contre-intuitif, comme absurde. Il serait utile de rappeler les ondes cérébrales. Donc l'opiacé, l'héroïne, la morphine, n'importe quel autre opiacé, soit appliqué dans les milieux, c'est-à-dire dans l'environnement particulier de la drogue, ou dans un cadre thérapeutique, peu importe, il va toujours avoir un effet similaire sur les structures neurobiologiques impliquées, dans le renforcement comportemental, impliqué dans l'automatisation des comportements. Alors, il devient alors évident que l'effet de la substance aura un effet renforçateur qui va dépendre du contexte. D'un côté, l'opiacé va renforcer le comportement, mais aussi les perceptions, les cognitions, les émotions, active au moment de l'effet de la substance consommée. Donc, si c'est dans les milieux, ça va renforcer ce type de comportement du milieu. D'autre part, les mêmes effets renforçateurs, on les trouve dans les milieux thérapeutiques. Et ça rendra plus probable des comportements actifs dans les cadres thérapeutiques, à condition, bien entendu, qu'il y ait une offre thérapeutique qui permette justement cet apprentissage de ce type de comportement alternatif. Donc, dans notre vision du traitement assisté par opiacés, on parle plus d'une psychothérapie qui est soutenue par une pharmacothérapie qui est d'une simple substitution. Je vais aller un peu de l'avant pour essayer de clarifier un peu plus ces points-là. Donc, il s'agirait ici de bien préciser en quoi consiste un traitement et surtout quel est l'objectif thérapeutique. Alors, si on considère le traitement comme la prescription d'opiacés, évidemment, l'objectif thérapeutique sera l'effet pharmacologique de cet opiacé. L'objectif, il va de soi. Et dans ces cas-là, les interventions psychosociales seront au mieux considérées comme un soutien à cette prescription. On pourra ainsi parler de la distribution d'opiacés, des substitutions dans le sens le plus strict du terme. Par contre, la logique des traitements assistés par opiacés est tout autre. On commence déjà par définir l'objectif. Ici, on va appeler l'objectif la bonne vie, c'est-à-dire la vie qui vaut la peine d'être vécue, la vie que le patient considère comme désirable et qui en même temps tient compte des potentiels, ce qui sont potentiellement réalisables. Donc, le traitement ici ne sera pas une prescription d'opiacés, mais de mettre en place des interventions psychosociales qui favorisent justement l'arrivée vers cette bonne vie, la bonne vie que les patients souhaitent avoir. Et dans ce cas, la prescription d'opiacés sera, à travers des effets surtout de renforcement comportemental, une sorte de soutien dans ces interventions psychosociales. Et donc, l'effet pharmacologique de l'opiacé, dans ces cas-là,
il n'est plus un but en soi, mais un objectif instrumental. C'est-à-dire que c'est une aide à rendre cette probable bonne vie plus concrète. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de sens de prescrire un traitement d'opiacés si le but, ce n'est pas vraiment d'obtenir une bonne vie ou une meilleure vie. Voilà. De façon un peu théorique, c'est comme ça qu'on aborde la chose. Alors, nous, on travaille dans un service de psychiatrie et psychothérapie, et c'est pour ça que le discours que vous entendez, il va un peu plus dans ce sens-là, d'essayer de faire un travail pour aider les gens à changer leur comportement. Donc, le traitement de substitution permet de maintenir la dépendance et beaucoup d'autres avantages, hein, éviter des overdoses, beaucoup d'autres avantages, sortir de la rue, mais le travail de l'addiction, dans notre façon de travailler, c'est un travail qui se fait principalement par un travail psychothérapeutique. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on prendra plutôt la morphine retard que la méthadone? Par exemple, si on prend le classique méthadone, on voit que les effets secondaires déjà de la morphine sont moindres. Souvent, on est confronté à des personnes qui prennent la méthadone, qui présentent des hypertranspirations, de la fatigue, des problèmes de libido, des constipations, des problèmes cardiaques, c'est-à-dire prolongation du QT, ou d'autres médications qui agissent justement dans le cytochrome P450, les fameux P450 avec plein d'interactions. Donc, dans ces cas-là, c'est intéressant de se poser la question si un traitement de morphine retard ne serait pas plus pertinent. Et évidemment, il faut se poser la question pour tous ces patients qui continuent à prendre un traitement de méthadone et que malgré ça, ils continuent à consommer de l'héroïne ou d'autres médicaments de façon illégale dans le marché noir. La morphine en libération lente, c'est un comprimé, c'est un médicament de prise orale qui a une vie plasmatique, une demi-vie plasmatique très courte, de 2-4 heures. Et c'est ça qui devrait nous rassurer, nous, les cliniciens, dans le sens que le risque d'accumulation en début de traitement, il est vraiment très faible. À différence de la méthadone, qui, comme vous savez, la demi-vie plasmatique dépasse facile les 48 heures, si je ne me trompe pas, ce qui fait qu'au bout de 5 jours d'avoir commencé le traitement, il y a un effet d'accumulation de la substance. Là, avec les Sévrelon, on ne vit pas ça. Et c'est un traitement qu'on prend une seule fois par jour, et avec une efficacité clinique qui est environ 60 minutes, avec un pic plasmatique aux 4 et 6 heures. En fait, après 5 jours de traitement, on arrive déjà à avoir un état d'équilibre dans le système du patient. Le métabolisme est principalement par glucoconjugation hépatique, donc les interactions médicamenteuses sont très peu probables, on ne touche pas le P450, et l'élimination, elle est par voie urinaire dans les 24 heures. Donc, c'est un agoniste pur des récepteurs opioïdes mu, comme l'héroïne, comme la méthadone, et donc a aussi des effets similaires, évidemment, de cet effet agoniste pur, c'est-à-dire l'euphorie, l'antalgie. Aussi, évidemment, comme effet secondaire, la dépression respiratoire, s'il est consommé en grande quantité, mais comme vous verrez plus tard, ce n'est pas forcément la quantité simplement d'opiacés qui provoque ce risque d'overdose, mais surtout la consommation parallèle d'autres sédatifs. C'est ça qui va provoquer l'augmentation du risque de dépression respiratoire. Alors, comme effet indésirable, on sait qu'il y a moins d'effets indésirables que la méthadone et qu'ils ont tendance à s'atténuer avec le temps. Mais les effets indésirables typiques de la morphine, c'est l'insomnie, les céphalées, la constipation, ainsi que l'éruption cutanée et la contraction pupillaire. Les autres que vous voyez dans la liste sont possibles, évidemment, mais ils sont déjà moins fréquents. Alors, comment on s'y prend ici à Genève pour introduire un traitement de Sévrelon à quelqu'un qui vient pour la première fois dans notre centre, qui n'a aucun autre traitement, agoniste opioïde. Donc d'abord, on s'assure qu'il présente bien sûr le critère de dépendance. Nous, ici à Genève, on est obligé à faire un test urinaire qui doit être positif pour pouvoir documenter tout ça dans le dossier. Et à ce moment-là, c'est le moment où il faut faire la recherche des interactions médicamenteuses, justement. Est-ce qu'il y a des substances sédatives, des doses importantes, ou des IMAO, ou de la cimétidine. Donc ça serait des contre-indications pour le traitement de Sévrelon. Et on regarde aussi s'il n'y a pas de signes d'insuffisance hépatique ou rénale. Une fois cette phase est passée, on commence le traitement de substitution, ce que nous, on appelle des faibles doses. Alors, peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais en tout cas, nous, on commence par un dosage de 200 mg de Sévrelon. C'est
le premier dosage qu'on donne, si possible, on fait ça le matin, ce qui nous permet, 6 heures après cette introduction de traitement, si les patients présentent des symptômes de manque 6 heures après, on administre encore 120 mg de Cevrelon. Ça fait que les premiers jours, on est déjà à 320 mg, ce qui apporte déjà un certain confort aux patients et ce qui permet de couper rapidement cet ancien comportement d'aller voir les dealers, finir la dose que j'ai encore à la maison ou que mon ami il a encore. Voilà. Donc, c'est vraiment essayer de rentrer dans les soins et d'augmenter les doses pour être au bon dosage le plus rapidement possible. Évidemment, sans prendre des risques de désaturation ou d'overdose de sédation. Pour cela, c'est pour ça qu'on regarde bien que la personne ne consomme pas de grandes quantités de benzodiazépines ou à ce moment-là, on pourrait imaginer de faire un protocole un petit peu plus gentil. Mais malgré ça, il y a même des protocoles qui disent que le premier jour, on peut aller jusqu'à 400 mg. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille, nous, la première journée. Donc on demande aux patients de venir tôt le matin, ce qui nous permet justement après de convoquer 6 heures plus tard pour lui administrer, si besoin, la deuxième dose. À partir du deuxième jour, on augmente de 120 mg par jour et on demande jusqu'à 120 mg par jour, ça veut dire qu'on peut augmenter de 30, 60, 120. C'est comme ça en tout cas que les posologies du Cevrelon. Et l'idée, c'est rapidement d'essayer d'atteindre un dosage entre 600 et 800 mg de morphine retard. 600-800 mg, c'est l'équivalent, plus ou moins, de 100 mg de méthadone. Les études montrent que c'est plus ou moins dans ces dosages-là, entre 60 et 100 mg, c'est là où on a la bonne efficacité de la méthadone. Donc là, serait plus ou moins une fourchette équivalente. Pour passer du Cevrelon à la méthadone, c'est très simple, c'est-à-dire 1 mg de morphine retard équivaut à 6-8 mg de méthadone. Donc, en soi, il ne faut pas être un grand mathématicien. Si je vous donne un exemple pratique, un patient qui prend 800 mg de Cevrelon, donc on choisit un facteur de conversion entre 6 et 8. Alors ça, vraiment, vous allez voir, c'est plus dans la pratique que vous allez voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Vous allez aussi voir quel type de patient va être plus sensible à une baisse et va pouvoir être plus rassuré si on lui donne plutôt un peu plus de traitement, un peu moins. Mais en tout cas, on a la marge entre 6 et 8 comme facteur de conversion. Donc là, je vais vous prendre l'exemple si on divise par 7. À ce moment-là, on aurait 115 mg de méthadone. Donc ça serait le traitement qu'on administrerait. Après avoir attendu simplement 24 heures après la dernière prise de méthadone, on administre ces 115 mg. À partir du jour après, on évalue quotidiennement pendant quelques jours, histoire de voir si on est au bon dosage ou pas. Est-ce que le patient se sent un petit peu sédaté après avoir pris ce traitement de méthadone? À ce moment-là, on va diminuer de 5 mg. Et comme ça, progressivement, ça contribuera l'état de confort du patient. Ou au contrario, si le patient sent qu'il est un petit peu en manque avant la prise de traitement, à ce moment-là, on va proposer une augmentation, dans ce cas-là, de 10 mg parce qu'on est vraiment intéressé à augmenter le plus vite possible. Et par contre, quand on diminue gentiment, histoire de pouvoir accompagner justement le patient et qu'il n'y ait pas un craving qui apparaisse rapidement. Donc, c'est pour ça que les augmentations, on utilise plutôt des dosages là de 10 mg d'équivalent de méthadone et quand on diminue, c'est de 5 mg. Donc là, on va faire juste le contraire, c'est-à-dire le transfert de méthadone vers Cevrelon. Alors, c'est exactement pareil. On attend 24 heures. C'est le même facteur de conversion. Alors, là, je vais voir, c'est hyper simple. La seule chose qu'il faut tenir en compte dans ce type de situation, quand on passe de la méthadone au Cevrelon, c'est si on est face à un patient qui présente des dosages de méthadone très élevés, qui pourraient nous faire penser qu'il a un métabolisme rapide, c'est-à-dire des dosages de plus de 120 mg par jour, ou qu'il prend déjà les traitements 2 fois par jour. Dans ces cas-là, il faut plutôt être réservé et être prudent. Et au lieu d'utiliser un facteur de conversion de 6,8, on utilisera plutôt un facteur de conversion d'équivalence de 4,5 fois. Pourquoi on fait ça? C'est parce que les patients peuvent être métabolisateurs rapides de méthadone et ne pas l'être métabolisateurs rapides de morphine. Donc, si on utilise la même équivalence que dans des situations de métabolisme de méthadone traditionnelle, on risquerait à ce moment-là de donner trop de morphine retard au patient et donc là, oui, de provoquer un état de sédation. Donc,
c'est hyper simple, c'est simplement une question mathématique. Simplement, il faut tenir compte de ces passages méthadone-sévrelon quand on est face à des gens qui ont un haut dosage. À ce moment-là, on passe à une équivalence de 4,5. Il y a aussi des cliniciens qui, plutôt que d'utiliser le 6-8, cette équivalence de 6-8, utilisent directement une équivalence fixe de 6 ou de 5 pour justement trouver toujours utiliser toujours la même équivalence. C'est peut-être ça aussi qui explique que dans certains protocoles, ils font une promotion d'une équivalence plutôt plus basse parce que ça permet justement de prendre moins de risques, mais en même temps, en tant que clinicien, on sait que si un patient prend beaucoup de méthadone, ce sont trucs à tenir en compte. Alors, je vous donne un exemple là, un patient qui prendrait 200 mg par jour de méthadone, 100 mg le matin, 100 mg l'après-midi. Donc, à ce moment-là, on utiliserait le facteur de conversion de 4,5, ce qui nous fait 900 mg de morphine retard. Donc là, la même chose que je vous expliquais pour la méthadone, mais avec le sévrelon, ce qu'on fait, c'est convoquer le patient régulièrement pour voir s'il présente des symptômes de manque. Si c'est le cas, on propose une augmentation de traitement. Dans ces cas-là, on augmente de 60 mg, que c'est l'équivalent plus ou moins de 10 mg de méthadone. Et si on doit diminuer parce que le patient se sent sédaté, on propose une baisse de 30 mg. Je me répète, mais c'est l'équivalent de plus ou moins de ces 5 mg de méthadone qu'on a utilisé auparavant dans l'autre switch. Le sévrage, comme avec tous les traitements agonistes opioïdes, c'est relativement simple et compliqué en même temps, c'est-à-dire simple au niveau psychopharmacologique parce qu'on propose aux patients une baisse régulière si on veut faire les choses doucement, si on n'est pas pressé. On propose une baisse d'environ 10% de traitement toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Moi, je suis plutôt de proposer toutes les 2 semaines si on n'est pas pressé, histoire de vraiment permettre au corps de s'habituer à la diminution de la tolérance. Et comme dans toutes les situations de sévrage, super important d'informer le patient des risques d'overdose si jamais la personne consomme à côté. Étant donné qu'on est en train de sévrer le traitement d'opiacés, les gens perdent la tolérance. Et s'ils reprennent des opiacés ou même dosages qu'ils avaient l'habitude auparavant, bah là, ils risquent d'avoir une overdose. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien expliquer aux patients. Et si lors du sévrage, la personne retrouve des difficultés ou il voit qu'il y a un craving qui augmente, des envies de consommation, ou qu'il y a même une rechute, c'est vraiment important de pouvoir en discuter. En ce moment-là, on propose de réaugmenter le traitement. Toujours dans la logique de trouver une bonne stabilité avec le traitement médicamenteux proposé et de continuer la baisse dès que le patient se sentira à nouveau en forme ou il aura se sentira à l'aise pour pouvoir continuer le traitement. La seule complication vraiment, il y en a une autre, c'est le prix, je vais en parler plus tard, mais la complication principale qu'on a avec le traitement de sévrelon, c'est à la fin du sévrage. C'est-à-dire, nous, on a le dosage minimum de sévrelon qu'on a, c'est de 30 mg. Donc, quand les patients sont à 30 mg, pour eux, c'est assez difficile de continuer la baisse. Donc, nous, on fait une prescription off-label de MST, que c'est une morphine d'une durée de 12 heures. Et c'est là, on le prescrit 2 fois par jour, mais ça nous permet de baisser, parce que c'est des comprimés de 10 mg, donc ça nous permet de faire une baisse un petit peu plus progressive à la fin du traitement. Alors, il me reste 6 minutes. C'est vraiment un vrai challenge, Marie-Ève, ce que tu as fait aujourd'hui avec moi. Alors, comment on s'y prend, nous, quand on est face à un patient qui vient et qu'il a perdu son traitement, ou il nous dit que son traitement a été volé, ou qui se présente simplement à la pharmacie ou dans notre centre quelques jours après de ce qui était prévu. Donc, il a quelques jours d'absence. Alors, dans la situation qu'il y a eu un vol ou une perte, bon, si c'est un vol, on demande aux patients d'aller voir la police pour porter plainte, parce qu'on essaie de les responsabiliser dans leur rôle citoyen. Mais si ce n'est pas quelque chose qui arrive régulièrement, on remplace le traitement, on fixe un entretien infirmière avec la personne pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pour voir si ce n'est pas que la personne est en train de commencer à consommer à côté, que du coup, il commence à avoir des troubles cognitifs qui fait qu'il ne peut pas gérer son traitement qu'on lui donne à l'emporter. Ça, c'est pas pour les patients qui emportent les traitements pour quelques jours, pas pour ceux qui viennent tous les jours, évidemment. Et après, par rapport à l'absence, comme vous voyez dans ce tableau, bon, désolé, le tableau, il est vraiment, j'ai fait un copier-coller du protocole qu'on utilise dans notre clinique. Donc là, c'est marqué un jour d'absence cliqué, c'est-à-dire cliqué dans notre système. Mais en gros, ça veut dire que si le patient se présente après 24 heures d'avoir pris son traitement, donc il devait venir mardi, mais il se présente mercredi, à ce moment-là, on lui redonne le dosage habituel. Et à partir du 2e jour, c'est là où on commence la diminution
du traitement. C'est-à-dire que là, par exemple, à partir du deuxième jour, on donne 3/4 du dosage habituel. Tout ça avec un entretien qui sera fixé avec l'infirmière pour pouvoir discuter, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Si le patient arrive avec 3 jours d'absence, en ce moment-là, on lui donne la moitié du traitement qui était prescrit jusqu'à là. Et ça, c'est des réintroductions, c'est-à-dire le dosage que je viens de vous dire, là, 200 mg, et on convoque les patients 6 heures plus tard pour recevoir encore 120 de plus. Tout ça, on ne le fait pas parce qu'on a envie d'embêter les patients, mais parce que la tolérance, inévitablement, diminue si les gens ne prennent pas des opiacés les jours qui n'ont pas le traitement. Après, évidemment, il se peut que les patients aient consommé des opiacés de son côté. Il se peut, d'accord? Mais nous, on part de l'idée qu'évidemment, on fait confiance aux gens, mais comment faire la différence quand on n'est pas de traitement? Donc, on a essayé de faire un protocole pour essayer de faire toujours avoir la même attitude avec tous les patients. Donc, on tient compte simplement du fait que la tolérance diminue, indépendamment du fait que les gens, ils ont pu ou pas consommer à côté de l'héroïne ou des autres opiacés de façon illégale. En tout cas, à partir du 5e jour, là, on reprend tout, c'est-à-dire qu'on refait à nouveau une prise d'urine, on fait un nouvel entretien, de nouvelles demandes de soins, si vous voulez, pour reprendre depuis tout au début. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on agit face à ces absences. Alors, les bénéfices de la morphine, on en avait un petit peu parlé, mais il y a une très bonne rétention du traitement, un peu comme la méthadone, donc c'est un agoniste pur. L'effet sédatif, il est quand même moindre que la méthadone, ainsi que l'effet euphorisant. Donc ça, l'effet euphorisant, il est perceptible, ce qui est assez appréciable pour les patients. Mais il y a un peu moins de nivellement affectif, c'est-à-dire ce côté de la méthadone que parfois les patients nous expliquent, ils se sentent un peu comme un cocon, et surtout les patients psychotiques qui apprécient ce côté contenant de la méthadone. Donc là, on les retrouve un peu moins chez la morphine retard, ce qui est très bénéfique pour un grand nombre de nos patients. Et comme je vous disais avant, pas d'interaction avec les cytochromes P450, pas lui tout seul, en principe, de prolongement de l'intervalle QT, ce qui est quand même un grand avantage. Et en général, il y a moins d'effets secondaires qu'avec la méthadone. L'inconvénient, ce n'est pas chez vous, mais chez nous, c'est le prix. Donc, c'est facile 4-5 fois le prix de la méthadone. Donc, c'est le business total pour la boîte pharmaceutique. Mais pour les patients, pour les patients, c'est génial. Ici, en Suisse, ils payent une sorte de forfait. Donc là, c'est notre consultation qui est en train de se ruiner parce qu'on donne beaucoup de morphine. Non, je caricature un peu. Mais c'est un traitement qui, évidemment, ça a un impact dans la santé générale parce que ça coûte beaucoup plus cher. En même temps, on voit tous les avantages. Donc, on le considère aujourd'hui un traitement de première intention. Si le patient a déjà essayé ce traitement dans le passé, même dans la rue, et qu'il trouve qu'il avait un avantage, on le prescrit quand même. Après, on a quand même des contre-indications importantes. Alors, absolu, c'est comme dans tous les médicaments, hein, s'il y a une hypersensibilité à la substance. Donc, voilà. Après, à niveau des contre-indications relatives, c'est justement la combinaison avec d'autres substances sédatives. Donc, attention avec les patients qui consomment beaucoup d'alcool ou beaucoup de benzodiazépines ou barbituriques. Parce que c'est là, il y a un risque vraiment d'arrêt respiratoire. Je vous fais une petite parenthèse. Ici à Genève, on a un programme de prescription d'héroïne, de diacétylmorphine, et on n'a jamais eu d'overdose mortelle dans notre programme. Et les peu d'overdoses qu'on a eu avec nos patients, c'était parce qu'ils avaient consommé des benzodiazépines juste avant la prise d'héroïne. Mais en soi, même l'héroïne, hein, qui c'est sûrement un des opiacés les plus difficiles à gérer parce qu'il a un effet rapide et il n'a pas un effet retard. L'opiacé, lui tout seul, il est quand même un traitement qui est sûr. S'il est pris régulièrement, si les récepteurs ils sont bien remplis, on ne prend pas beaucoup de risques. Et on va simplement trouver le bon dosage. À partir de là, on se lance dans quelque chose qui est plus ou moins constant pour maintenir justement cet état de bien-être sans avoir besoin de consommer à côté. Et c'est là où on peut mettre tout l'accent sur les actions psychosociales pour aider la personne à changer, pour apprendre à faire autrement. Donc, bref, je reviens aux contre-indications. Donc, à niveau somatique, c'est les insuffisances respiratoires ou hépatiques sévères.
Et il est aussi déconseillé d'utiliser en même temps que les inhibiteurs de la MAO, les vieux antidépresseurs que chez nous, on utilise de moins en moins. Alors, juste avant de finir, je vous présente un outil qu'on utilise, qu'on a construit avec les patients et qui a comme but d'aider les patients lui-même, de trouver que la personne remplit un questionnaire et il faut diminuer. Alors, ça c'est mon côté marketing, hein, que Marie-Ève disait avant que j'avais fait les études de marketing. Ça c'est ce côté-là où j'essaie d'utiliser le digital dans l'idée de permettre aux patients d'avoir le plus d'empowerment possible, de capacité d'agir. Donc, je veux rendre mes patients experts de leur traitement de substitution. Donc, je ne veux pas que ça devienne un truc que professionnel. Donc, dans ce but-là, et après avoir réfléchi sur quelle est la bonne dose de traitement d'agonistes opioïdes, les études montrent que normalement un bon dosage de méthadone devrait être entre 80 et 120 mg par jour. Et en tout cas, plus de 60. Et là, vous voyez l'équivalence à buprenorphine ou morphine retard. Et donc, la surprise était quand j'ai regardé dans notre propre file active à nous, et on a vu que 27% de nos patients étaient sous-dosés depuis au moins 3 mois. Et j'ai exclu, bien sûr, les patients qui étaient dans une phase de sévrage. Donc, il y avait beaucoup de nos patients qui étaient vraiment sous-dosés. Et comme vous savez, le risque de donner un traitement agoniste opioïde sous-dosé, c'est que la personne va ressentir un sentiment de manque, qu'elle risque d'abandonner le traitement et qu'elle risque de consommer à côté. Donc, finalement, une question de... Et c'est évident que souvent, au début du traitement, c'est le patient lui-même qui demande de ne pas avoir beaucoup de doses, parce qu'il veut encore ressentir de l'effet si jamais il consomme à côté du traitement. Donc, souvent, les patients, ils demandent peu au début. Mais par contre, moi, je vous encourage d'essayer de proposer, d'augmenter les doses pour être justement dans des fourchettes comme celle-là que vous voyez ici. Donc, dans les Sévrénons, on devrait être entre 480 et 720 mg par jour pour être dans une fourchette dite thérapeutique. Donc là, on dirait que je pars justement à côté, mais non, je reviens. On a utilisé un questionnaire qui existe déjà, qui s'appelle Audace, qui a été développé par M. González en espagnol avec un groupe de chercheurs qui ont justement essayé de découvrir quel était le bon dosage et ils ont créé un outil qui permet justement, en essayant d'évaluer différents aspects, c'est-à-dire les cravings, les consommations à côté, les envies de consommation. Et tout ça, ça permet d'avoir une idée sur si la personne est bien dosée ou pas. Et donc, tout ça, c'était fait avec la méthadone. Nous, on a pris l'outil, on l'a adapté à la morphine. Et donc, du coup, ce questionnaire défend l'idée que pour avoir un bon dosage de traitement de substitution, c'est un dosage qui permet à la personne qui prend ce traitement-là de ne pas consommer de traitement dans la rue, de ne pas avoir ni des signes ni des symptômes de sévrage, de ne pas avoir du craving, de ne pas forcément avoir un effet trop euphorisant si jamais il y a une consommation à côté, et en tout cas de ne pas avoir des signes de surdosage, donc de ne pas être sédaté. Le temps avance, je pourrais vous montrer en direct un peu les questionnaires, mais j'avance et je reviens si jamais j'ai encore le temps parce que j'ai déjà dépassé le temps. En tout cas, ce questionnaire-là permet de dire aux patients s'il faut qu'il augmente ou il diminue le traitement. Donc, il remplit d'abord certains critères et donc il lui dit, vous augmentez le traitement. Donc, s'il a dit qu'il avait la morphine, il lui propose d'augmenter de 60 mg. S'il lui demande de diminuer, il lui demande de diminuer de 30 mg. Et si jamais la situation n'est pas claire, l'outil demande à la personne d'aller voir son médecin. Ça serait dans la situation où un patient se sent sédaté après avoir pris la morphine et qu'en même temps, il présente des signes de manque, par exemple, ou un craving très important. Donc là, on n'a pas la solution toute facile d'augmenter ou diminuer le traitement, donc c'est mieux d'en discuter pour voir si on n'est pas face à quelqu'un qui a un métabolisme rapide ou qui a des consommations à côté qui pourrait expliquer tout ça. Et enfin, avant de finir, je vous donne aussi 2-3 informations sur un outil qu'on utilise, mais cette fois-ci, c'est pas pour évaluer les dosages, le bon dosage de traitement agoniste opioïde, mais c'est pour évaluer quels sont les besoins du patient. Donc justement, dans cette idée d'aider le patient à trouver une vie qui vaille la peine d'être vécue,
Donc d'abord, on essaie de comprendre quelles sont les difficultés du patient et on utilise souvent cet outil qui s'appelle les échelles lausannoises d'auto-évaluation des difficultés et des besoins. En gros, c'est une échelle subjective qui permet d'identifier quelles sont les difficultés de la personne. Alors, ça se présente comme ça, il y a des cartes, et en fait, c'est le patient qui a une jeu de cartes et qu'il doit d'abord classer parmi différents domaines de la vie, les lieux de vie, les finances, les tâches administratives, le déplacement, l'entretien de ménage, la sexualité, la santé physique, voilà. Différents domaines. D'abord, il classe, il dit si c'est ou pas un problème. Par la suite, il prend toutes ces cartes et il les classe en termes de priorité. Quelle est l'urgence de traiter chacun de ces problèmes-là? Et voilà, c'est toute une évaluation qui est comme ça, avec des cartes, et c'est le patient lui-même qui fait le tri des cartes. Et après, il y a des discussions autour de ces besoins. Et on réfléchit ensemble à quels sont les moyens qu'on mettra en place pour justement permettre d'améliorer toutes ces situations et que la personne arrive justement à avoir en gros cette belle vie, bonne vie qu'on aimerait qu'ils aillent. Alors, c'est pas, Marie-Ève, si j'ai 5 minutes encore ou 3 minutes pour présenter cet outil en direct ou pas. Oui, c'est correct. On peut prendre un 3 minutes max. Magnifique. J'adore. Parfait. Alors, je vous repartage l'écran. Voilà, alors ça, c'est OPIA-test. Donc, je vais direct au but, c'est-à-dire, on va faire une évaluation comme si moi, j'ai commencé mon traitement de morphine et que là, je suis déjà à 600 mg depuis 4 semaines que j'ai mon traitement. Vous voyez? Ça se voit bien ou pas? Oui? Ok, cool. Donc, la première, on demande d'abord quelles sont les consommations. Donc, alors, il demande ces derniers jours, est-ce qu'on a consommé? Alors, ouais, je suis franc avec vous, oui, j'ai consommé. J'ai consommé une fois, mais j'ai senti un effet qui est relativement léger. D'accord? Donc, on continue. Par la suite, il demande. Alors, vous voyez, les questions sont plutôt un auto-questionnaire avec les patients. Donc, c'est-à-dire, on a adapté le questionnaire, mais ils ont été modifiés avec les patients. Après, on demande s'il y a eu des signes de manque. Désolé, je pense que ma connexion était un peu instable, je ne sais pas si ça s'est suivi, mais on demande par rapport aux signes de manque. Donc là, le patient peut renseigner quels sont les signes de manque qu'il présente. Et à nouveau, on demande quelle est la fréquence de ces signes de manque. Donc là, il a eu entre 3 et 6 fois ces signes de manque et des effets étaient relativement intenses. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une évaluation qui permet aussi de détailler certains signes et comme vous verrez après aussi des symptômes de manque et les effets secondaires. Donc là, par rapport aux symptômes de manque, c'est-à-dire c'est que la personne ressent plus en soi, et donc pas des signes, des choses que lui ressent à l'intérieur de lui. Donc là, il a eu un peu d'anxiété faible. Alors, je continue le questionnaire vite. L'idée, c'est que vous voyez un peu les différents domaines. Après, une question par rapport au craving. Est-ce qu'il y a eu une envie irrépressible de consommer? Donc là, je lui dis que oui, qu'il y a vraiment une envie très intense de consommer tous les jours. Et là, la dernière question, c'est par rapport à la sédation. Est-ce que la personne sent un sentiment d'endormissement, de ralentissement, de sensation de piquer du nez, d'être endormi? Donc voilà, là, je lui dis non, pour faire simple. Je dis qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire, mais c'est intéressant aussi à niveau clinique parce que ça permet aussi de passer en revue tous les effets secondaires. Moi, je demande à tous mes médecins internes de passer le questionnaire systématiquement parce que souvent, c'est le truc qu'on oublie de demander par rapport à la sexualité. Rétention urinaire, super important avec la morphine. Manque de désir sexuel, voilà. Il y a plein d'effets secondaires qui sont vraiment fréquents et que souvent on oublie de questionner. Et voilà, et après on demande simplement à la personne de nous donner son avis. Donc là, il dit qu'il pense qu'il est inadéquat et ce dosage et qu'il aimerait être augmenté. Donc là, le système, lui tout seul, ah pardon, qu'est-ce qu'il me dit là? Ah, je n'avais pas répondu ici, désolé. Donc ici, là le système, là c'est le typique, ça va me foirer en direct. Ça c'est typique. Le truc de direct. Là, ça devrait sortir. Attendez un instant. Effet secondaire, votre avis? J'avais oublié une question en fait. Donc, il est revenu en arrière. Bon, voilà. Donc là, la réponse automatique demande à la personne, il dit que le dosage est inadéquat. Il lui propose d'augmenter le traitement et de proposer 600 mg de traitement. Et là, il explique pourquoi le dosage est inadéquat. Donc, il explique au patient, l'idée là, c'est vraiment de faire la psychoéducation, qu'en fait, on va lui proposer d'augmenter le traitement parce qu'il présente
encore des signes de sévrage, des symptômes de sévrage, et il y a encore du craving qui est présent. Et donc, c'est beaucoup plus parce qu'on a aussi fait avec l'endose avec les patients eux-mêmes. Donc, rapport Merci beaucoup, Dr. Calzada. On vous a perdu là, vers la toute fin de votre explication, donc la connexion est un peu instable, mais merci encore beaucoup